d'histoire sur la rébellion des Patriotes. Personnage, si j'ose dire, animé. Vous allez avoir la chance de ce soir, voir, il va se déplacer. Une chance que le micro, il peut le déplacer dans ses mains. Il risque de se promener beaucoup. Sa connaissance est sans fin, si je peux dire, sur cette rébellion. Vous pouvez lui poser toutes les questions du monde. Je pense qu'il y a des réponses à toutes les questions qui peuvent exister sur cet événement. Alors, il est professeur au sujet du Montréal en histoire du Québec et du Canada, et professeur à l'UQAM aussi en histoire. Donc, je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Gilles Laporte. Merci, mille fois merci. Depuis tantôt, on a le droit à des sans plus tarder. Ben, vous en avez un qui va s'accrocher au micro un peu plus longtemps. Je veux saluer aussi, il y a des patriotes au buffet du Renté ce soir qui écoutent Yves Beauchemin, des gens très honorables. Alors, les patriotes sont à Duranté, les fils de la liberté sont à la Société Saint-Jean-Baptiste. OK. Évidemment, je ne peux pas commencer un laïus, puis je pense qu'on se doit ça. On doit se poser la question d'abord, oui, encore, les patriotes, et pourquoi? Oui, c'est intéressant comme effet. Peut-être parce que je suis trop en avant du haut-parleur. Peu importe. Oui, ça va beaucoup mieux. Ah bon, c'est correct, je suis dans une cage invisible. Surtout pour se demander, je pense qu'on doit faire cet exercice, voir qu'est-ce qui explique, d'abord et avant tout l'intérêt qui ne se dément pas pour ces événements-là, pour ces gens-là. Oui, bien sûr, des héros, oui, bien sûr, morts, oui, bien sûr, pour une noble cause, mais je n'ai pas à vous que je vais apprendre qu'on meurt pour de nobles causes depuis la nuit des temps. Il faut faire cet exercice, je dirais presque thérapeutique, à voir en quoi ils ont encore quelque chose à nous dire et pourquoi ils arrivent à le dire avec une telle résonance, encore de nos jours. Je verrai 6 raisons que je vous décline à peu près comme suit. La première raison, puis je pense qu'elle est fondamentale, c'est que le Québec de 1837 ressemble étonnamment à celui de 2007. Et ça, autant quand on est rigoureux que lorsqu'on cherche à vulgariser pour le grand public, il y a des faits qui frappent. On est toujours, bon an, mal an, face à une population à 80% d'origine française. On est toujours, bon an, mal an, face à une population où la majorité a un revenu moyen inférieur à la moyenne. On est encore, bon an, mal an, devant une société de locataires. Dans les faits, il y a des analogies qui frappent et qui font en sorte que les parallèles parlent et sont dotés d'une certaine efficacité. On va revenir sur ces analogies-là tantôt. Deuxième raison qui explique, je pense, l'attrait de ces événements-là, évidemment, c'est le creuset identitaire. Excusez l'expression. Ça veut dire que pour vous, que vous soyez jeune ou moins jeune, il demeure que penser à 1837, ce n'est pas seulement les canons de Saint-Eustache ni les mousquets de Wolfram Nelson, c'est aussi toute une société qui, au-delà des âges, nous charme. Elle nous renvoie une image de solidarité. Elle nous renvoie une image de camaraderie. Elle nous renvoie une image de société davantage en phase avec d'authentiques valeurs que l'on chérit, que l'on apprécie et qu'on semble avoir perdues. À la mi-chemin entre le folklore puis l'enracinement, il y a dans 1837 un miroir aux oubliettes, quelque chose qu'on cherche et pourtant on sent qu'on a perdu. C'est ce monde-là de solidarité, le monde d'entraide, je dirais presque un monde écologique, davantage en rapport avec la nature, proche de la Terre, dont on s'ennuie et qui ajoute à l'ampleur de ces événements-là et l'effet qu'ils ont sur nous. Sinon, le creuset identitaire. Troisième raison, ça c'est une raison que je chéris parmi toutes. Pourquoi les patriotes et non pas, par exemple, Henri Bourassa? Maurice Duplessis. Si je vous demandais de placer sur un indicomètre ou un applaudimètre des personnages historiques, sans doute des Nelson, Chénier ou de Lorimier l'emporteraient largement sur des Montcalm, des ma foi, même à la limite, des Camille Lorrain ou même des Honoré Mercier.
Pourquoi cela? L'explication, selon moi, est d'ordre psychosocial. Que diriez-vous du fait que les patriotes représentent l'expérience inachevée? C'est-à-dire, j'appellerais ça l'expérience que nous n'avons jamais transcendée. Prenons un cas, en d'autres mots, là où nous nous trouvons en 2007, comme peuple, nous avons franchi un certain nombre d'étapes. Or, il y a des étapes qu'on a bel et bien franchies. Pourquoi ne se rappelle-t-on plus de Maurice Duplessis? Ben, parce que l'impôt provincial, on l'a acquis. On est bien au-delà de ça maintenant. Pourquoi ne pense-t-on plus à Honoré Mercier? Ben, parce que l'autonomie provinciale, c'est très large. Ce que voulait Mercier, c'est très largement acquis. Pourquoi ne vénérons plus nos très saints pères de l'Église qui se sont tant battus pour la survie de notre langue et de notre culture? Parce qu'en général, on est déjà au-delà de ça. De notre passé collectif, il ne nous reste qu'une expérience que nous n'avons pas réussi à transcender. Nous n'avons pas atteint le point jusqu'où les patriotes, eux, se sont rendus. Ils nous dépassent encore et ils vont continuer à nous fasciner, à nous achaler, tant que nous n'aurons pas réussi là où ils ont finalement échoué. Notre raison, bien sûr, elle est évidente, c'est la notion de sacrifice. Cette notion-là nous interpelle, elle nous fascine. Ils sont allés mourir pour des idées. Ce matin ou ce soir, qui irait se mourir pour le déséquilibre fiscal? Des points d'impôt, ou pour avoir notre pécule des accords de Kyoto. Bien sûr qu'il y a d'autres explications, mais à prime abord, ça frappe. Ils sont 12 à avoir été pendus, des centaines morts sur les champs de bataille, 58 en Australie, 8 aux Bermudes, des 1300 emprisonnés, 3000 exilés aux États-Unis. Je donne souvent les chiffres reportés sur la population de 2007. Ça nous donnerait 1800 prisonniers, 18 000 prisonniers. Ça donnerait un truc comme 60 000 exilés. Ça donnerait des centaines de pendus. Toute proportion gardée, c'est un drame d'une ampleur imposante. Mais pas du fait des morts. Non pas du nombre de l'ampleur du sang coulé. Il y en a eu autrement du sang coulé dans l'histoire du Québec. C'est davantage la notion de conviction qui nous frappe. Ces gens-là étaient authentiquement habités par un idéal. Et c'est ça qu'on sent qu'on a perdu, c'est ça qu'on cherche. Et je vais y revenir tantôt à propos de notions qui sont bien actuelles, qui nous renvoient en somme à l'idéal républicain, qu'on semble avoir perdu entre-temps. Revenons sur cette notion-là d'idéal républicain qui habitait authentiquement l'âme des principaux leaders. Elle consistait à voir dans le respect des institutions, dans la lutte pour les droits de la majorité, un idéal qui n'était pas négociable, qui ne pouvait pas faire l'objet de compromis, ni d'accommodement, aussi raisonnable soit-il. En conséquence, c'est cette notion-là de ce qui est bien et de ce qui est mal que ces gens-là possédaient pleinement et qu'on semble avoir perdu. On va revenir là-dessus, on va faire des tests afin de voir jusqu'à quel point on arrive nous-mêmes à discriminer aussi facilement que le pouvait un Chénier ou un Papineau la notion de bien et la notion de mal. Et vous allez voir comment il y a comme un flou profond qui s'est installé en nous. Or, ce flou-là, il nous pèse alors qu'il était léger pour ces gens-là. De toutes ces raisons-là, je les rappelle, Québec semblable, creuset identitaire, expérience jamais transcendée, etc. Je trouve que c'est bien résumé dans un des plus beaux poèmes de notre littérature. Je ne sais pas si vous connaissez Alfred Desrochers, le père de Clémence, qui écrit un recueil extraordinaire qui s'appelle Prophétique, à l'ombre de Larford, en 1931. Vous connaissez sans doute. Je suis un fils déchu. Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux. Et j'ai le mal du pays neuf, que je tiens d'eux. Quand viennent les jours gris que cet temple ramène. Tout le passé brutal de ces coureurs des bois, chasseurs, trappeurs, scieurs de long, flotteurs de cage, marchands aventuriers ou travailleurs à gage,
m'ordonne d'émigrer par en haut par 5 mois. Et je rêve d'aller comme allaient les ancêtres. J'entends pleurer en moi les grands espaces blancs qu'ils parcouraient, nimbés de souffles d'ouragan. Et j'arbore comme eux la contrainte des maîtres. Si d'eux qui n'ont jamais connu le désespoir, qui sont morts en rêvant d'asservir la nature, je tiens ce maladif instinct de l'aventure, dont je suis quelquefois tout envoûté le soir. Par nos ans sans vigueur, je suis comme le hêtre, dont la sève atterrit sans qu'il soit dépouillé. Et c'est de désir mort que je suis enfeuillé, quand je rêve d'aller comme allait mon ancêtre. C'est très joli. Lisez ça, essayez de vous le procurer. Il vient de résumer l'ensemble de la fascination pour le passé. Il vient de résumer là où l'on se sent une dette envers ses prédécesseurs. Nous sommes tous les enfants déchus d'une race surhumaine. Et ça, c'est quelque chose qui nous lègue. Sauf que ça fait d'eux donc des héros et des niais, mais pas des statues muettes, par exemple. Ils nous parlent. Or, plutôt que de vous raconter l'histoire des patriotes, parce que si vous ne l'avez pas déjà appris, vous ne l'apprendrez jamais, je voudrais peut-être vous parler un peu comme le ferait un vieux 1837. Parce que moi, dans ma vie quotidienne, je lis des archives le jour, puis le soir, ben, ça m'arrive de lire le journal. Par exemple, je lis la Minerve Patriote le jour, puis le soir, je lis le Devoir. Ou des fois, je lis la Montreal Herald des racistes, et le soir, je lis la presse. Et parfois, il y a des analogies frappantes. Fait que, tel un vieux 1837, je me mettrai en tête de vous réviser certains faits de l'actualité récente. Alors, je vous donne le menu. 2 élections en même temps. Comment auraient fait les patriotes? Déséquilibre fiscal et autres pinottes. Le leadership au Parti québécois. Un projet d'élection référendaire. Montford, autoroute 30 et autres rabascas. Les accommodements raisonnables. Et un sujet toujours d'actualité, la marche vers la souveraineté. Je vais essayer, si vous le voulez bien, en émaillant de l'exemple des patriotes, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. Et je vais essayer le plus possible, même si c'est difficile pour l'historien, de me cacher derrière les faits. Et simplement de vous présenter des faits par rapport à des situations dans lesquelles on a les 2 pieds plongés à l'heure actuelle. Oui, pour les nouveaux en politique, je vous apprends que faire 2 élections en même temps, c'est un bon vieux truc pour court-circuiter les nationalistes québécois. La dernière fois que ça s'était produit, il n'y a pas longtemps, c'était en 1910, quand Wilfrid Laurier à Ottawa et puis Laumergouin à Québec ont déclenché des élections en même temps pour que les forces nationalistes d'Henri Bourassa ne sachent plus à quel sein se vouer. Alors, on va avoir 2 élections, probablement à quelques jours d'intervalle au mois de mars, et c'est bien sûr le meilleur lorsque Charest et Harper se sont rencontrés, ils ont trouvé qu'il y avait une idée sensationnelle pour que les militants du Bloc et du Parti québécois ne sachent plus à quel sein se vouer. C'est arrivé souvent aux patriotes. La première fois en 1810. En 1810, le gouverneur du Québec, du Bas-Canada, Lord Craig, est une crapule consumée. Et il voit, lors de l'élection de 1910, arriver une jeune délégation de députés du Parti canadien, dominée par un certain Pierre Bédard. Il y a des gens assez extraordinaires là-dedans, dont déjà le jeune Denis Benjamin Vigée. Or, Craig constate qu'il n'aime pas la composition de la Chambre. Il demande un certain nombre d'accommodements à la Chambre, qui les refuse. Après seulement 3 semaines de Parlement, il ajourne les travaux et il force le peuple à retourner en élection. Le peuple retourne aux urnes, il reporte la même majorité de députés canadiens, les mêmes fatigants que n'aimait pas le gouverneur. Il va les souffrir cette fois-ci 4 mois et il va retourner en élection. Le Québec va s'être tapé 3 élections générales en 17 mois. Mais à chaque fois, la députation canadienne s'était vue renforcée. À chaque fois, voyant très bien les manœuvres, les manipulations, surtout la corruption du gouvernement, on a quand même de nouveau fait confiance aux gens du milieu. Ça, je vais y revenir. Et c'est tout à fait remarquable. Parce que ça se répète exactement le même scénario qui, 17 ans plus tard, en 1827, le gouverneur Lord Dalhousie
Là, il y a un fatigant de plus qui s'est ajouté au groupe, il s'appelle Louis-Joseph Papineau. Papineau est alors, il est élu député et devient président de la Chambre à partir de 1815. En 27, on a le même phénomène, utiliser les mœurs électorales, utiliser les trucs électoraux afin de court-circuiter la députation nationaliste au Parlement provincial. C'est le même jeu qui se répète, on va avoir 3 élections générales en moins de 2 ans. Et à chaque fois, la députation patriote est renforcée. À la fin, on a même réussi à coincer le gouverneur, le forcer à admettre ses torts, et il va être démis de son poste en 1828. Donc, à chaque fois, on a réussi à bien identifier, à bien montrer au peuple la manipulation dont il était l'objet et comment il ne devait pas être dupe des tentatives de, disons, d'intimidation. Parce qu'évidemment, il y avait la violence avec ça. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la violence électorale qui se déroulait à l'époque. Des anecdotes assez extraordinaires. Dans 2 montagnes, on avait installé, pas 3, pas 4, mais bien 12 gars bien armés qui devaient empêcher les électeurs patriotes d'aller voter. Une des belles ici, c'était à l'élection de 1834. Le député de Terrebonne, Louis-Hippolyte Lafontaine, souhaitait être réélu, évidemment. Or, le gouverneur a eu la bonne idée d'installer le seul bureau de vote de Terrebonne. Il l'a installé à Rawdon. Vous voyez un peu ce que c'est? C'est le grand côté de Terrebonne, qui comprenait l'île Jésus et puis s'en allait jusqu'à dans le Grand Nord. Et Rawdon, c'est un village essentiellement anglophone. Alors, au bout de 3 jours, parce que les élections duraient plusieurs jours, au bout d'une semaine, Louis-Hippolyte Lafontaine n'a toujours pas un seul vote en sa faveur. Tout le monde se demande pourquoi, tandis que l'autre candidat anglophone va bon an, mal an remporter l'élection. Alors, on se réunit à Sainte-Rose un dimanche après-midi, puis on décide d'aller voter. Alors, quand on va voter, à l'époque, on y va avec des bâtons, bref, de quoi se défendre. Et ils prennent le chemin, ils vont à Montégascon, ils s'en vont voter à Rawdon. En arrivant, ils sont accueillis à coups de mousquet, et il y a même un petit canon pour le capitaine de milice qui les attend. C'est ce genre d'élection-là auquel les patriotes faisaient face. Alors, lorsqu'on parle des difficultés et de la guerre électorale, il faut bien comprendre que ça peut devenir, en somme, une arme à 2 tranchants pour celui qui cherche à s'en servir contre les intérêts populaires. Les patriotes ont bien compris, avant d'être une grande machine de guerre, ce fut d'abord une extraordinaire machine électorale. Mais je mettrai la leçon là-dessus, canaliser les diverses luttes autour d'un enjeu national, c'est ce qu'ils ont fait. Construire autour de la personne du chef. Ça, c'est ce qu'ils ont fait en arrivant en 1810 autour de Pierre Bédard, en 1827 autour de Papineau, à cristalliser un idéal autour d'un visage. Et enfin, rappeler que ce que le peuple peut gagner concrètement, s'il suit ses chefs. All right. Ça va bien? Deuxième enjeu d'actualité, je me suis amusé comme un fou à faire ça, déséquilibre fiscal et autres pinottes. On se comprend. Il s'agit bien d'acheter les élites et de tenter d'amener l'enjeu principal vers des questions dilatoires, questions d'éluder le débat national. Évidemment, vous avez compris que le gouvernement anglais a passé son temps à faire ça dans l'histoire du Québec. En fait, on peut dire que la corruption des élites est à proprement parler la spécialité de l'Empire britannique. Ils l'ont fait en Inde, ils l'ont fait en Afrique, ils l'ont fait en Irlande, et ils l'ont bien sûr fait au Québec. Rappelez-vous, au lendemain de la conquête, combien ils ont pu prendre le contrôle de la société québécoise simplement en achetant les élites seigneuriales et cléricales. Revenons en 1827. Papineau revient triomphant à une 3e élection générale. Il est président de la Chambre. Lord Dalhousie est humilié. Il va perdre sa job, le gouvernement anglais, clairement, est dans l'embarras. C'est à ce moment-là qu'on va commander un vaste... Finalement, que vous savez que ce que fait le gouvernement anglais quand il est dans l'embarras? Il commande une commission royale d'enquête. La commission de 1828 va déposer son rapport. Si j'essaie de m'en passer. Oui, je comprends. Pourquoi je fais tout seul? Il va faire, on ne dérange pas. Oui, parce qu'il fait un peu de plus. Voilà. Fais juste baisser le volant. Moi, je vais essayer de baisser le volant. Non, je n'ai pas besoin d'avoir ça. Merci beaucoup, ma grande. La commission de 1828
La commission de 1828 visait essentiellement à voir, mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette province où les Canadiens français refusent obstinément de collaborer. Ça va mener à une série de recommandations très favorables aux nationalistes québécois et ça tous laissant entendre un nouveau climat de collaboration. Fini les chicanes, etc. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette rengaine-là. Et elle est clairement formulée il y a 170 ans. Or, ce qui se produit, c'est ceci. Ce qui se produit, c'est que lorsque on arrive à 1830, il y a un nouveau gouvernement anglais qui est un gouvernement Whig, qui est libéral, qui est plus ouvert aux revendications des colonies. Un nouveau premier ministre en Grande-Bretagne, Lord Melbourne. C'est peut-être quelque chose. Et là, tout à coup, un vent de renouveau flotte sur l'Empire britannique. On parle de gouvernement responsable, etc. Ce qui est très intéressant, c'est les événements qui débutent la décennie des années 1830. Coup sur coup, le gouvernement britannique va faire des offres très intéressantes aux patriotes. Et elles ne sont pas futiles. On va, par exemple, on a identifié clairement Papineau comme l'individu non pas à abattre, mais bien à acheter. On va lui offrir un poste au conseil exécutif, ni plus ni moins, lui offrir un poste de ministre de Sa Majesté. C'est très... On pourrait fouiller ça. Ça aurait voulu dire, en somme, un début de responsabilité ministérielle au Québec. Je ferme la parenthèse. On offre également pas moins que le plein contrôle du budget par l'Assemblée des députés, le fameux contrôle de la liste civile, en échange de ce qu'on dit à l'époque, seulement le salaire de 6 fonctionnaires, dont le gouverneur, qui avaient des salaires dignes de joueurs de hockey, et qui évidemment pas que leur salaire soit sous la coupe, évidemment, des députés patriotes. Ils avaient ouvert les livres, ils avaient dit que c'est ça. Mais que ces 6-là, ce qui est en soi, quand même, donner aux élus du peuple le plein contrôle du budget. Et certaines autres concessions plus techniques. Ce qui est important ici, c'est que tout à coup, l'exécutif patriote, les chefs, Papineau et ses lieutenants, se sont retrouvés devant d'authentiques dilemmes. À peu près comme un gouvernement québécois, lorsqu'il se voit faire le choix entre le déséquilibre fiscal ou retourner en référendum. Ce genre de situation-là, les patriotes l'ont expérimenté à plusieurs occasions, et notamment au début des années 1830. Or, l'histoire est que Papineau va faire en sorte de tout refuser ces offres-là. Là, c'est les historiens maintenant qui en parlent, parce que ça ne déchaîne plus l'opinion, mais à l'époque, ça l'a certainement provoqué de grands remous. Comment le chef peut-il décider de ne même pas daigner aborder une question parce qu'il demeure rivé sur ses objectifs historiques? C'est un choix qu'a fait ce leader-là, Papineau. Et à court terme, on peut dire qu'il en est sorti grandi. Je ne sais pas pour vous ce que représente Papineau. C'est probablement Samigondi de oui, grand homme, grand orateur. Mais pour vos arrière-arrière-grands-parents, puis vous nous irez voir dans la mémoire historique des personnes âgées que vous connaissez, Papineau, ce fut d'abord et avant tout l'incorruptible. C'est-à-dire celui qui n'accepte pas les offres qu'on lui tend. Lorsque le Québec, historiquement, dans son rapport avec la population anglophone et avec les gouvernements anglais, a toujours été celui qui est un patriote intègre et celui qui est un traître qui se vend aux intérêts britanniques. Je ne suis pas en train de dire que c'est un fait. Je suis en train de dire qu'en général, la société canadienne-française s'est toujours vue dans l'un ou dans l'autre camp. Le Québec est historiquement un grand producteur de traîtres. Vous le savez. Mais c'est exactement. C'est-à-dire cet auto-da-fé qu'on lance au Stéphane Dion de notre histoire est en somme fait partie de notre rapport avec l'envahisseur depuis 2 siècles. C'est-à-dire qu'on décide soit de se soustraire à son influence et à son attraction, soit qu'on s'y donne. Et ça, l'histoire est assez dure envers les traîtres qui, cependant, en général, sont morts riches et heureux. En conséquence, sur cette question-là des différents accords que le fédéral tend à l'heure actuelle au Québec, je ne suis pas en train de dire, moi je me mets simplement dans la peau du patriote qui a vu historiquement que ceux qui résistaient, ceux qui n'acceptaient pas les compromis, en général, étaient beaucoup mieux perçus, beaucoup mieux reçus que ceux qui finalement prétendaient que c'était dans l'intérêt de tous de collaborer.
Pensez seulement la part que l'histoire a laissée à, d'un côté, Louis-Joseph Papineau, qui a refusé de collaborer, et un Georges-Étienne Cartier. Je les mets l'un face à l'autre. Je vous mets d'un côté un Ernest Lapointe, ou bien ma foi, un Adélard Godbout d'un bord, et puis de l'autre, je vous mets un Henri Bourassa. Je vous mets d'un côté un Honoré Mercier, ou de l'autre, je vous mets un L'Homme à Point. Bien sûr que c'est des noms historiques, mais en général, je ne vois pas pourquoi certains leaders, et le patriote en moi se demande, en quoi il est si important qu'un leader nationaliste québécois de 2007 apporte tant d'importance aux graines qu'on jette dans la basse-cour électorale à tous les 4 ans. C'est quand même étonnant. Ces gens-là doivent regarder dans l'histoire combien ceux qui ont accepté de manger, de boire à cette fontaine, en général, s'en sont finalement mordus les doigts. Je ferme la parenthèse. J'en étais à propos, je résumerai parce que j'ai une leçon autour de chaque événement. Donc, à propos du déséquilibre fiscal et autres pinottes, ne pas se perdre en enjeux dilatoires, rappeler constamment ses demandes historiques, ne pas attendre la provocation, mais créer soi-même les conditions gagnantes. Cette question-là, qui est la question des conditions gagnantes, je n'ai pas mis parmi les enjeux d'actualité, il est heureusement de plus en plus loin au feuilleton, elle demeure parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en l'attente d'un Brookville, l'attente qu'on piétine le drapeau du Québec. On peut attendre longtemps. Et effectivement, les patriotes n'ont pas attendu d'être provoqués. Au contraire, lorsque Papineau a fini de refuser les offres qui lui étaient faites, il a répondu au climat de collaboration par quoi? Par les 92 résolutions. Lorsqu'elle tombe en janvier 1834, la Grande-Bretagne se demande « Quelle mouche vous a piqué? On vous a rien fait. Regardez comme on est gentil depuis 4 ans. » On vous a juste envoyé le choléra, puis on vous a tiré dessus le 21 mai 1832. Mais à part de ça, on n'a pas posé de gestes propres à vous exciter. Et Papineau, il a bien dit, on ne cherche pas à simplement réagir à vos provocations. Simplement, nous voulons rappeler ce que nous avons toujours voulu et qui n'a pas changé malgré votre bonne volonté et votre désir de nous trouver si gentils. Et en ce sens-là, il a posé un geste audacieux qui s'est avéré tout à fait bien reçu par la population. L'historien des patriotes qui vous parlez du leadership au Parti québécois. J'ai mis ce point-là parce que, évidemment, vous avez compris que les patriotes ont un bout à nous dire. À propos du leadership, ils en connaissent un bout. Élu député pour la fin en 1810, président et orateur de la Chambre d'Assemblée à partir de 1815, pendant 20 ans, son leadership ne fut jamais contesté. Il est à lui seul le programme patriote. Malgré le fait que parfois, même pour un spécialiste, il est difficile de suivre la ligne de parti. Quelles sont les revendications qui dominent le Parti patriote? Parfois, c'est le contrôle du budget. À d'autres moments, on nous parle plus de l'électivité du Conseil législatif. Même si le Parti patriote, disons, est mouvant par rapport à sa plateforme électorale, mais qu'il tend en général à se radicaliser avec le temps, à peu près la seule constance, aux yeux autant des militants patriotes que de la population à l'époque, la seule constante, c'était Papineau. Et ça, c'est un élément qui est important dans un mouvement politique que d'arriver non pas pour les membres, non pas pour les convaincus, qui eux sont d'abord dominés et menés par les idées, mais bien pour une population plus diffuse, moins informée, moins, comment je pourrais dire, partie prenante des enjeux, que d'avoir à tout le moins un personnage qui soit ou non charismatique, qui permette de cristalliser une volonté collective. Bien sûr que dans l'histoire du Québec, il y en a eu d'autres de ces individus-là. Mais il n'y en a pas un seul qui a eu la pérennité et je dirais, la popularité d'un Papineau. Il y a une anecdote qui va me souvenir toute ma vie, mais en fait, c'est simplement, je lisais un journal, c'est celui de George Ermatiger. Personne ne le connaît ici. C'est un intéressant type, sergent dans la Montreal Cavalry Corps de 1837. Il a contribué à écraser les patriotes de Saint-Benoît, il a incendié des fermes, il s'en rend dans son journal de 200 pages.
Et à un moment donné, il cite dans son journal, « Je suis à la Saint-Benoît, on brûlait des maisons, et je me suis intéressé au sort de ces habitants qui, en plein mois de décembre, étaient jetés à la rue. » Et il demandait à une femme, qui s'est avérée être Mme Giroir, il lui demande, « Madame, mais pourquoi avez-vous fait tout ça? Vous étiez bien, vous vous doutiez bien que vous alliez bref, perdre, etc. » Elle lui a répondu, puis il met le texte en français entre guillemets, « Nous avons confiance en Papineau. » Ça m'a frappé, c'est intéressant. Au-delà donc de la conscience politique, au-delà de la profondeur et de la conviction, il y a l'image charismatique et corpusculaire, dirais-je, d'un chef que les patriotes ont réussi à trouver et qu'ils n'ont surtout pas contribué à déboulonner. Au contraire, et bien sûr, on fonctionnait dans une autre société où le rapport aux institutions était fort différent et surtout à l'autorité. Mais il demeure que ça a certainement permis au mouvement patriote de s'inscrire dans la durée, malgré ses fluctuations idéologiques, malgré ses changements de cap, le fait qu'il ait pu conserver un leadership constant durant toute la période. Avouez que j'ai réussi à ne pas me mettre les pieds dans les plats. Un projet d'élection référendaire. J'ai essayé de commencer à discuter, je voulais savoir des choses là-dessus, et on m'a rapidement fait comprendre que je ne comprendrais pas. Mais je n'ai pas désespéré, puis je tiens juste à vous dire que je vais sans doute dire des bêtises, mais voici ce que je pourrais vous dire d'un point de vue patriote. Mais les patriotes en ont fait une élection référendaire. Le 21 janvier 1834, ils déposent les 92 résolutions au Parlement provincial. C'est un texte considérable de plus de 40 pages qui décrit en détail à la fois les récriminations des Canadiens envers l'occupant britannique et en même temps qui est un authentique programme qui pourrait mener éventuellement à la naissance d'un nouveau pays dans le nord-est de l'Amérique. Les revendications sont à ce point radicales qu'elles auraient pour effet, en somme, de priver le gouvernement anglais de toute influence dans la colonie. Bien sûr qu'on est en face d'un gouvernement qui n'a pas de pouvoir, un parlement dirige qui n'a pas de pouvoir. Alors, les 92 résolutions sont promptement récusées par le gouverneur et on finit là. Pas du tout, on dit les patriotes. On va mener un double mouvement. Un mouvement d'abord de pétition vers la Grande-Bretagne. Immédiatement, dès qu'elles sont votées, les 92 résolutions font le tour de la province. J'ai calculé qu'il y avait à peu près 60 à 70 assemblées, je les ai peut-être, il y en a peut-être quelques-unes qui m'ont échappé, qui se déroulent entre février, dis-je, et mai 1834. Et la pétition, un peu comme celle de Louis, une pétition sous le bras, on fait le tour du Bas-Canada pour recueillir plus de 70 000 signatures. C'est Augustin Norbert-Morin qui, au mois de juin, prend le bateau, s'en va en Angleterre, pitch à la Chambre des communes d'Angleterre. Premier côté. D'un autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser une vaste mobilisation autour de ce programme-là, autour de ces revendications-là. Comme les patriotes n'ont pas de loi sur les consultations populaires, il leur reste un outil, des élections. Or, les élections qui vont se dérouler en octobre 1834 ne portent pas sur le Parti patriote, le Parti Tory, ne portent pas non plus sur le mandat ou le leadership de Louis-Joseph Papineau. Tout porte en fait sur les 92 résolutions. Et c'était entendu comme ça. Ce qui est remarquable avec cette élection-là, bon, évidemment, ça a été un raz-de-marée patriote. Ils vont, grosso modo, obtenir 92% des voix. Je vous laisse rêver quelques instants. Et ils vont gagner 88, en fait 81 des 88 comtés. Bon, il leur reste 7 comtés, c'est essentiellement les 2 députés de Sherbrooke, il reste Shefford et William Christie qui est élu dans Gaspé. Mais grosso modo, un raz-de-marée et qui nous laisserait envisager l'idée que, bravo, tenons une élection sur un programme politique et non pas sur des équipes. Et là, il y a cependant le patriote vous dirait, soyez cependant attentifs au point suivant. Certainement que la caution démocratique, telle qu'on l'a obtenue les patriotes en 1834, est aussi puissante que n'importe quel référendum surveillé par l'ONU et les droits de l'homme. C'est un résultat qui est tout aussi impressionnant. Demeure que
lorsqu'on se lance dans cet exercice-là, en plus de ça, on peut créer une vaste coalition. Historiquement, on le voit. Puis ceux qui s'intéressent à l'histoire parmi vous le savez aussi. C'est que l'élection de 1834 et le raz-de-marée patriote va créer un momentum qui ne cessera plus ensuite. C'est-à-dire qu'au sortir de cette élection-là, on a fait le plein de ce qu'on va appeler la gang des patriotes. À partir de là, il va y avoir très peu de « OK, je sors, je rentre du mouvement ». Vous me suivez? Le leadership va se consolider autour d'un programme politique et va se fondre dans la lutte électorale. Dès lors, ça se cristallise. Les groupes sont assez bien cristallisés, ils vont demeurer à peu près les mêmes jusqu'aux rébellions, 3 ans plus tard. De deux, c'est tout à fait, ça va créer comment je pourrais dire, littéralement un mouvement organisationnel. C'est-à-dire que des élections de 1834 étaient très bien organisées. Comité central et permanent à Montréal, comité de comté un peu partout, des unions patriotiques un peu partout en région. Bref, un mouvement à la base électorale va être prêt à se muer en machine de guerre. Bien sûr qu'il n'y arrivera jamais vraiment. Mais il demeure que lorsqu'on regarde l'organisation patriote en 1934 et qu'on la regarde 3 ans plus tard en 1937, elle a assez peu changé. Ce qu'on remarque cependant, c'est que les organisations à la base électorale sont tout à coup devenues davantage des organisations d'action directe, dirait certains. On ne fait pas un tel exercice à l'aveuglette cependant. Parce que le mouvement, les patriotes ont réussi leur élection référendaire, parce qu'ils ont pu compter sur une très vaste majorité. Il aurait été absolument désastreux, voire tragique, que l'élection de 1934, comment je pourrais dire, accouche d'une division nationale. Et ça, ils ont pu, en d'autres mots, tirer profit de l'expérience parce qu'ils partaient gagnants, avec des éléments en poche. Ils n'auraient certainement pas entrepris une élection qui aurait pu les mener à une victoire à la Pyrrhus. Si vous en voulez une élection référendaire ratée, prenez celle de 1841, par exemple. Je vous sors des patriotes. En 1841, tout ce monde-là est en exil ou a été battu. Il ne reste plus. Et les patriotes qui restent au Québec sont divisés, à peu près comme dans le milieu du visage de Ludger Duvernay. D'un côté, il va y avoir, vous le savez peut-être, les lafontanistes, les partisans du gouvernement responsable, qui se disent patriotes. Et de l'autre côté, vous allez avoir les vigéristes, les partisans de évidemment Denis Benjamin Vigée, qui se disent d'abord et avant tout patriotes. Le résultat, un désastre. C'est-à-dire qu'on aura bel et bien une élection référendaire en 1841, toutes les deux, où les deux camps se battent au nom des droits de la majorité, mais où on va accoucher de 2 minorités. Mon offer d'autoroute 30 et autres rabascans. C'est peut-être mon sujet favori, en tout cas c'est celui où je suis le plus ferré. Résumons-nous. Je veux rappeler ici le rôle crucial des luttes locales dans le mouvement patriote. Comment le Parti patriote a-t-il pu pénétrer jusqu'au cœur des campagnes, où 8 habitants, que dis-je, 9 habitants sur 10 étaient illettrés, ne lisaient jamais la Minerve et n'ont même jamais vu Louis-Joseph Papineau? Comment se fait-il qu'on va pourtant réussir à tirer du fin fond des campagnes des gens qui vont être prêts à crever pour la cause? Si vous êtes capable de répondre à cette question-là, le paradoxe est là. Finalement, c'est ce qu'on appelle une mise à l'abîme. Vous l'avez. Comment a-t-on pu conscientiser, driller, si vous me permettez l'expression, des gens qui n'avaient pas accès aux médias, à l'information, et qui étaient à des années-lumière des considérations des 92 résolutions? C'est d'abord et avant tout, puis disons que c'est l'interprétation sur laquelle je m'appuie, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils ont pu tirer profit des luttes qui se menaient localement. Des combats qui occupaient les gens de Shefford, des gens de Missisquoi, les gens de l'île Jésus, les gens de la région de Yamaska. Ces gens-là étaient pris dans des réalités, dans des conflits régionaux locaux qui les passionnaient. Ce qu'a réussi à faire Papineau en particulier, parce qu'il a compris l'importance de cet enjeu-là, c'est de les canaliser vers une lutte nationale. Il aura compris ça. Lorsqu'on le voit arriver à Saint-Eustache la première fois en 1834, il y a déjà des leaders là-bas. Là. William Henry Scott puis Jean-Olivier Chénier, ils n'ont jamais attendu l'autorisation de Papineau avant de se moucher. Et pourtant, Papineau, en arrivant à Saint-Eustache, il agit de manière modeste. Il écoute les gens
Et là, on lui dit, nous voudrions cela. Ben, il y avait des enjeux locaux, en particulier l'approvisionnement de la caserne de Carillon, l'accès au marché du Haut-Canada, la construction du pont. C'est des grosses questions, là, qui passionnaient les gens. Ben, Papineau a écouté ça. Et il était prêt il a pris ces choses-là, il les a menées sur une plateforme nationale. C'est d'abord et avant tout ça, la leçon du mouvement patriote, et c'est d'abord et avant tout ça qui explique la profondeur de la mobilisation patriote. Comment peut-on imaginer rassembler 8000 personnes à Saint-Charles le 23 octobre 1837 dans un village qui compte 500 habitants? Comment pouvez-vous imaginer autrement que la population de Sainte-Marguerite de Blairfindie, l'Acadie, ça vous dit quelque chose? Écoutez, l'Acadie, c'était un trou, et c'est toujours un trou, là. Écoutez, c'est aussi accessoirement le plus beau village du Québec, là. Mais en attendant, c'est un village de 470 âmes à peu près. Or, la moitié, je dis bien la moitié des hommes majeurs de ce village-là ont été emprisonnés ou ont été impliqués dans les trous. La moitié des hommes. On ne peut pas mobiliser une foule comme ça de paysans simplement avec des grands enjeux nationaux. C'est qu'on a pu tirer profit des enjeux, des rivalités locales. Je ne vais pas marquer trop vite. En attendant, non seulement il a réussi ça, il a réussi une autre chose. Il a compris une chose, Papineau et son entourage. C'est que les luttes locales ou régionales sont également une excellente école du militantisme. Je ne vais pas trop creuser ça parce que vous allez tout de suite saisir de quoi je parle. C'est-à-dire que, je reviens à un contexte de 2007, c'est que ce qu'on constate, c'est que la lutte nationale, la lutte pour l'émancipation du Québec est une lutte énorme, colossale, qui nous dépasse tous, chacun d'entre nous, individuellement. On ne peut pas l'envisager si on n'a pas fait ses classes dans d'autres luttes. Moi, je me souviens de mes amis qui ont milité dans les années 60. C'est souvent par leur syndicat ou leur groupe communautaire qu'ils ont appris l'importance des luttes démocratiques et qu'ils ont fait connaissance avec les leviers du pouvoir, aussi qui sont heurtés la première fois à des refus puis au mépris. C'est ensuite qui sont menés et qui sont en allés dans les lignes majeures, si on veut, de la lutte nationale. Autant, je suis sûr que chacun d'entre vous ici a des degrés variables impliqués dans des enjeux locaux ou régionaux qui vous préoccupent autant. Et c'est très bien. Parce que c'est essentiel d'abord à votre conscience politique, mais c'est aussi crucial pour votre conscience citoyenne. Avant d'être les citoyens du Québec, vous êtes d'abord des voisins, des amis, des confrères de travail, des gens qui habitaient un milieu. Et ça, c'est donc essentiel d'articuler ça. C'est pour ça que je parle de Harford, c'est en hommage à Desrochers, mais c'est aussi pour rappeler comment il y a des luttes que je vois sous nos yeux, comme vous, qui peuvent très très bien canaliser au niveau national, or elles ne le sont pas suffisamment. Et ça, il n'y a pas de doute qu'un mouvement national a intérêt à davantage être sensible à ces enjeux locaux-là ou régionaux, et afin d'authentiquement ramener les choses à leur juste proportion, bref, d'aller chercher les gens dans leur milieu. Et non pas comme on fait un peu, malheureusement, je crois, un peu avec les gens de la ville de Québec, un peu comme les considérer, vous êtes d'abord avant tout des Québécois et tout le reste, sans authentiquement s'intéresser au milieu à laquelle je ne vous dis pas qu'il y a juste des bons côtés à ça. Papineau s'en est mordu les doigts. À force d'appuyer à peu près tous les mouvements locaux et régionaux qu'il rencontrait, il s'est retrouvé avec une coalition de mouvements en partie contradictoires dont il va perdre le contrôle. Et c'est, selon moi, pourquoi il y a eu des rébellions. C'est parce qu'il a perdu le contrôle de sa base. Mais j'aime mieux perdre le contrôle de ma base que pas avoir de base. Accommodement raisonnable. Vous allez me dire, il en existait pas. Ou c'est une question récente, effectivement, comme vous et moi. Je ne connaissais pas le mot il y a 2 mois. Merci Mario. L'accommodement raisonnable, on se comprend. Je vais essayer d'être synthétique sur ce point-là, à propos duquel il y a un exercice de réflexion important qui est en cours. Demeure que, si on considère que la notion d'ouverture de la société civile à des différences est une notion qui est liée à la vie des institutions, parce que vous et moi n'avons pas des constitutions dans notre poche. Vous et moi rencontrons les gens et décidons de les accommoder ou non sur une base individuelle. Lorsqu'on parle d'accommodement raisonnable, on parle de l'accommodement raisonnable au sein de l'institution. Alors, si on prend la question sous cet angle-là, les patriotes l'ont, comment je pourrais dire, fréquenté
très souvent. Anecdote. 1804. Ezekiel Hart, ça vous dit quelque chose? Député donc élu 3 fois à Trois-Rivières, et à chaque fois qu'il arrivait pour siéger au Parlement, on lui demandait de jurer sur la Bible, et il ne voulait pas, parce que Ézéchiel, il est juif, alors pas de Bible, pas de député. On peut considérer ici qu'on est en face d'un cas d'accommodement déraisonnable. Alors, en fait, même pas, on est en face d'une fermeture. Ce qui est très intéressant, vous aurez compris que les députés patriotes vont s'intéresser à cet enjeu-là. Et rappelons-le, parce que bon Dieu, c'est pas suffisamment connu, c'est que la loi qui est passée, une des dernières lois d'ailleurs du gouvernement du Bas-Canada en février 1834, fait en sorte que les Juifs ne souffrent plus d'aucune exclusion au sein des institutions politiques, et notamment lors des élections, afin de représenter leurs concitoyens. Ça non plus, c'est pas suffisamment connu. C'est que la législature du Bas-Canada est la toute première législature de tout l'Empire britannique à reconnaître ce droit-là. Alors, ce qui est ironique, c'est que la Grande-Bretagne va le reconnaître seulement des années plus tard. Et le premier ministre de Grande-Bretagne, peut-être vous le connaissez, 1854 à 59, puis de nouveau dans les années 60, Benjamin Disraeli, juif lui-même, doit ironiquement une partie de son droit de siéger au Parlement britannique du précédent canadien. Bien sûr que c'est un cas, rappelons-le, qui rappelle en particulier non seulement à quel point les institutions québécoises se sont montrées historiquement très accueillantes, mais en plus innovatrices à bien des égards. Il demeure que la question des accommodements pose un problème ici qui est particulier. Essayons de rappeler ceci. Une autre anecdote. En 1834, toujours, au Québec naissent plusieurs sociétés nationales. Vous connaissez bien sûr la Société Saint-Jean-Baptiste, j'espère. C'est loin d'être la première. Au Québec et à Montréal en particulier, existaient en 1834 pas moins de 7 associations nationales. Okay? Et ces associations-là, la German Society pour les Allemands, il y avait, ma foi, la St. George Society pour les Anglais, la St. Andrew pour les Écossais, la St. Patrick et la Hibernian Society pour les Irlandais. Les Irlandais en avaient 3. Avaient toutes pignon sur rue et avaient un leadership, des statuts et un président et tout le reste. Or, non seulement les Canadiens français vont être le tout dernier groupe de la province à s'organiser en société nationale, et encore, on pourrait en parler longtemps, le geste posé en 1834 est très, très, très modeste. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait un party. Les véritables statuts de la société vont être bien après, les années 1840. Et ramenons ça quand même en 1834. Ce qui se produit, c'est que alors que toutes les sociétés nationales étaient fermement ethniques, écoutez, les règlements et statuts de ces associations-là vous dresseraient les cheveux sur la tête. Par exemple, l'association, la Welsh Society des Gallois, refuse d'admettre des Anglais ou des Écossais dans son rang. Et lorsqu'on lance des assemblées, on convoque des assemblées, on dit que vous n'êtes pas obligé d'être membre de la St. George, et on dit, mais vous avez à être membre un True Bruton, okay, of birth, etc. Bref, vous devez prouver vos ascendances ethniques et votre origine. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler, le tableau est à côté, qu'au premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste, il y avait autant d'anglophones que de francophones, il y avait des Irlandais, et les premiers toasts qui ont été portés, ça a été pour Daniel O'Connell, la lutte des Irlandais, nos amis du Haut-Canada, en particulier Mackenzie et John Locke. J'ai pas besoin de vous rappeler cette ouverture-là, mais quand même, il ne serait pas mauvais qu'on bâtisse à un moment donné un petit historique de ces actes qui démontrent à tout le moins une très grande ouverture. À quoi, cependant, là où je pense que je peux contribuer au débat, c'est en vous rappelant que le mouvement patriote, et j'ai besoin de vous le rappeler, était un mouvement d'avocats. Papineau est avocat, Denis Benjamin Vigée est avocat, Michel Vigée est avocat. Bon Dieu, des avocats sont légalistes. Ils voient d'abord et avant tout l'ouverture par l'ouverture des institutions et le devoir de chaque citoyen comme devant se conformer aux institutions. Les patriotes, malgré ce qu'on pourrait en dire, sont extraordinairement légalistes. Ils ont une approche, et c'est vraiment leur corps défendant, qu'ils vont outrepasser les lois en 1837. Et ça conditionne tout le rapport à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les minorités, les approches culturelles différentes.
Les patriotes sont issus d'une culture cosmopolitaine, directement issus des philosophes des Lumières. Pour eux, deux principes, il y a deux colonnes devant le temple de la société civile. Le premier, c'est les droits de la majorité. Et l'autre, c'est le principe d'égalité, de droit pour chacun. Ces deux principes-là ne sont pas, on ne peut même pas en discuter. Ils sont implicites. On peut bien, à partir de là, parler des cas d'un tel personnage, tel individu, telle communauté, en autant que ces deux piliers-là demeurent intacts. D'ailleurs, c'est sur cette base-là qu'ils ont admis le député Ezekiel Hart, au nom du principe d'égalité des droits. Et c'est toujours au nom du respect des institutions qu'ils n'ont jamais, par exemple, remis en question l'autorité du gouvernement britannique, sauf très tard. De la même manière, ils n'ont jamais non plus remis en question leurs propres institutions, et en particulier le leadership de leur chef. Ce qui demeure, donc, c'est ces principes-là. Et autrement, pour eux, les règles sont simples. Nous agissons en républicains. Ils ont une approche républicaine des problèmes sociaux, des phénomènes sociaux. Et dès lors, le respect envers les institutions est sacré. Dans une république, il n'y a plus de Dieu. C'est le peuple qui est détenteur de toute autorité. Dès lors, le peuple, on lui doit ces principes-là. C'est tout à fait contraire des Québécois de 2007 qui sont davantage, dirions-nous, monarchistes. Nous agissons davantage comme des monarchistes en nous en remettant soit à ma foi, aux vœux de la souveraine qui souhaite, en somme, l'accommodement entre ses sujets. Au-delà des règles, il y a la fraternité d'appartenir, d'être les sujets d'un royaume. C'est toute une approche monarchiste qui est celle des accommodements raisonnables, dans la mesure où elle consiste à sauver la paix civile et à accommoder les sujets qui sont sous la bienveillante souveraineté de la reine. C'en est une autre de vivre dans un gouvernement républicain où, au contraire, l'ultime ressort est celui de la Constitution et des institutions. C'est là que, par exemple, se distingue formellement l'approche française de l'approche britannique. Ah, ici, on se prend à penser en britannique, à l'heure actuelle. Pas étonnant qu'on ne sache plus ce qu'on est. Bien sûr que il y a une constitution qui serait utile au Québec. On en a une d'elle qui est écrite en janvier 1838, puis qui a été proclamée à Napierville, on l'a rendu suivant. Puis je vous en rappelais à tout le moins les mots tellement simples, comme un ruisseau. Nous, au nom du peuple du Bas-Canada, déclarons solennellement que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un gouvernement républicain et se déclare maintenant de fait république. Et il y a un sens à ça. Ce n'est pas simplement récuser la souveraineté britannique, c'est également poser le peuple comme source de toute légitimité. Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les citoyens auront les mêmes droits. Les Indiens cesseront d'être sujets à aucune disqualification civile quelconque et jouiront des mêmes droits que les autres citoyens de l'État du Bas-Canada. Que toute union entre l'Église et l'État est déclarée abolie et toute personne a le droit d'exercer librement la religion et la croyance que lui dicte sa conscience. Papineau n'aurait... Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'énorme, mais Papineau n'aurait pas hésité à enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Pas parce qu'il est impieux ou peu importe, c'est parce qu'il est d'abord républicain. Et dès lors, il a un rapport aux institutions qui absout le peuple de toute autre autorité que celle qu'il doit envers les institutions puis la Constitution. Or, considérer que ça fait partie de notre héritage, ça nous déchire dans la mesure où c'est toute notre mémoire monarchiste qui est invoquée. Sommes-nous une république? Si nous sommes une république, c'est écrit dans la Constitution. Et dès lors, c'est une façon d'envisager les problèmes que nous avons un problème que les patrons n'avaient pas. Bien sûr, ils ne faisaient pas face aux mêmes enjeux. Il demeure qu'ils avaient une réponse assez simple à ces préoccupations-là. D'ailleurs, vous avez, peu importe, des résolutions qui sont sympathiques, même candides. La marche vers la souveraineté, pour moi, c'est toujours le sujet d'actualité numéro 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le droit d'exister collectivement. Et c'est pour exister collectivement, ben, il faut savoir ce qui nous lie ensemble. Or, l'adversaire emploie les mêmes moyens en 1837 qu'en 2007. Et croire que la propagande fédérale ou les questions dilatoires ou les manipulations électorales
sont des nouvelles manœuvres. C'est bien se leurrer. Désolé, là, mais il s'avère que ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter. Parce qu'ici, on est en face, lorsqu'on observe le cas des Patriotes, on peut voir qu'ils sont tombés droit devant dans le panneau. Si vous lisez la Montreal Gazette ou Montreal Herald, vous verrez les mêmes accusations de racisme rampant, les allusions plus ou moins fines au fait que nous sommes des attardés, avons des réflexes féodaux et corporatistes. Et ça ne saurait cesser. Mais ce qui m'a vraiment déçu, c'est de voir à quel point les patriotes ont dépensé une énergie folle à tenter de répondre point pour point à ces accusations-là. Si vous lisez les textes patriotes, d'ailleurs, vous verrez qu'ils sont en général extrêmement, excusez l'expression, soporifiques. Et une partie de cette espèce d'effet endormitoire que leur lecture procure, c'est leur obsession que n'apparaisse jamais aucune allusion au peuple canadien français et à la langue française. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, c'est où la langue? Et où la race? Elle est cachée. Elle est cachée, mais non pas assumée, mais simplement, comment je pourrais dire, refoulée. Refoulée par un discours de l'adversaire qui, lui, ne faisait pas dans la gambette. Et ça, c'est tout à fait remarquable d'un bout à l'autre de l'histoire du Québec. Et lorsque vous, encore une fois, regardez, les accommodements raisonnables, on ne sait pas ce qu'on est, on a un problème d'identité. Pensez-vous qu'on nous aide de l'autre côté à avoir une identité? Franchement, il est clair qu'il faut d'abord identifier ce procès d'acculturation qui est en marche, et après ça, on fera des belles petites crises existentielles. Dans les faits, de 1837 à 2007, il est frappant de constater à quel point on continue à opposer les mêmes démons aux aspirations nationales des Québécois. Nos principes et nos valeurs sont constamment placés pour la résurgence de réflexes ethniques. Même la défense des droits de la femme est vue d'Ottawa comme un tribalisme suspect. Nos institutions nationales, comme la Société Saint-Jean-Baptiste, vues comme crypto-racistes. Nos syndicats comme des corporations rétrogrades. Et nos valeurs collectives, en somme, suspectées, méprisées. Notre époque n'a pas inventé la rectitude politique, les patriotes l'ont appris à leurs dépens. Si bien que tout en continuant à concevoir un projet de société large, tolérant et moderne, les patriotes de 2007 doivent s'attendre, comme leurs prédécesseurs, à répondre coup sur coup, sereinement et posément, aux accusations qui ne sauraient cesser. En attendant, les tenants de la souveraineté, comme en 1837, se retrouvent surtout parmi mes frères et mes sœurs, dont le français est la langue maternelle. C'est vrai, un peuple à qui on nie le droit à l'existence doit un temps pouvoir se redire et trouver dans son histoire et sa culture la force nécessaire à son propre accouchement. Mais qu'il vienne cet État indépendant, qu'il vienne ce pays québécois, et promettons, comme les patriotes, la société la plus tolérante et la plus ouverte depuis la République de Platon. Merci beaucoup.